Au cœur de la liberté, vidéo numéro 16. Et si la justice fonctionnait d'une toute autre manière? Un système sans prison, sans l'idée de punition, mais entièrement centré sur la victime. C'est exactement ce qu'on explore aujourd'hui. Un modèle de justice qui s'appuie sur les principes libertariens. On va le décortiquer ensemble en se basant sur notre source. Alors, pour bien comprendre cette architecture, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, on va poser les fondations, avec le principe de non-agression. Ensuite, on verra que le but, c'est la réparation, et non la punition. Après ça, on regardera le processus concret, comment ça marche avec l'arbitrage. Et pour finir, on verra comment on s'assure que les décisions sont appliquées grâce à un système de dette et d'ostracisme. Bon, par où commencer? Eh bien, par le tout début. L'ensemble de ce système, absolument tout, repose sur une seule et unique idée. C'est vraiment son socle. Et cette idée, c'est le principe de non-agression. C'est simple, c'est le filtre à travers lequel on va tout analyser. Si une action porte atteinte à la personne ou à la propriété privée de quelqu'un, alors c'est une agression et c'est illégitime. Voilà, c'est le point de départ absolu de tout le raisonnement. Alors attention, parce que la notion d'agression ici est assez large. On ne parle pas juste de l'intention de faire du mal, non. Une simple négligence, par exemple, une voiture mal garée qui finit par dévaler une pente et emboutir une autre voiture, eh bien c'est considéré comme une agression. Le propriétaire est responsable, même si ce n'était pas intentionnel. La seule exception, ce sont les accidents purement fortuits, genre la foudre qui tombe sur une maison, ça ne relève pas de la justice dans ce cadre. On passe maintenant à l'objectif. Et c'est là qu'on touche à une différence vraiment fondamentale avec le système de justice qu'on connaît tous. Ici, le but du jeu, ce n'est pas de punir le coupable. C'est de réparer le tort qui a été fait à la victime. Imaginez la balance de la justice, voyez? L'agression, ça crée un déséquilibre. Eh bien la réparation, c'est tout simplement l'action qui vient remettre les plateaux à niveau. C'est tout. La différence est donc très claire. D'un côté, on a la réparation, qui est vue comme une simple dette envers la victime. De l'autre, la punition, qui, elle, est souvent liée à la morale, à l'idée du bien et du mal. Ce cadre libertarien, lui, il sépare très nettement les deux. La question n'est pas de savoir si l'agresseur est une mauvaise personne, mais simplement de s'assurer qu'il répare les dégâts qu'il a causés. Voilà le point clé, le mécanisme central. Tout est requalifié en termes de dette. Une agression, que ce soit un simple pare-choc rayé ou un préjudice beaucoup plus lourd, ça crée une dette de l'agresseur envers sa victime. Et c'est cette idée qui, en théorie, permettrait de résoudre l'ensemble des conflits. D'accord, la théorie c'est une chose, mais en pratique, comment ça marche? Comment on fait? On passe maintenant au comment, au processus de résolution des conflits. En fait, le processus est assez direct. Une fois qu'une agression a eu lieu, les deux parties font appel à un arbitre. Attention, ce n'est pas un juge nommé par l'État, c'est un professionnel privé, un médiateur dont la réputation et son gagne-pain dépendent de sa capacité à trouver des solutions justes. L'agresseur et la victime négocient alors ensemble les termes de la réparation et tout ça est ensuite mis noir sur blanc dans un contrat. Et là, bien sûr, il y a une question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'objection la plus courante. Comment un système comme celui-ci peut-il gérer les crimes les plus graves? Comment est-ce qu'on répare un meurtre? La réponse qui est apportée est très pragmatique. Le préjudice est converti en une dette financière. Alors ça peut sembler un peu froid, voire moralement discutable, mais c'est un mécanisme qu'on utilise déjà dans notre société, par exemple avec les assurances-vie. L'argument ici, c'est que c'est la méthode la plus efficace qu'on ait trouvée pour couper court au cycle de vengeance sans fin. Vous savez, la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et attention, le montant de la dette, ce n'est pas juste le coût du dommage matériel, non, il y a un principe de proportionnalité. La réparation, ça pourrait être le double des dommages réels. Pourquoi le double? Eh bien, pour compenser la victime pour son temps perdu, pour le stress, pour les frais engagés dans la procédure. Certains auteurs suggèrent même d'aller jusqu'à 3 fois le montant pour avoir un effet vraiment dissuasif. Très bien, on a donc un contrat signé. Mais qu'est-ce qui nous garantit que l'agresseur va effectivement payer ce qu'il doit? C'est la toute dernière pièce du puzzle. Comment on s'assure de l'exécution de la décision? Alors, le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle la légitime défense continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la dette n'est pas remboursée, l'agression est considérée comme étant toujours en cours. Et ça donne à la victime le droit de prendre des mesures pour récupérer son dû. Par exemple, engager une agence de recouvrement, ce qui serait un peu l'équivalent moderne d'un huissier de justice. Mais en réalité, l'arme la plus puissante dans ce système, ce n'est pas la force physique. C'est une force sociale. L'outil ultime, c'est l'ostracisme. Imaginez une seconde un milliardaire qui refuse de payer une petite dette. S'il est mis au banc de la société, si plus personne n'accepte de faire affaire avec lui, sa fortune ne lui sert plus à grand-chose. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne pourrait plus faire ses courses, plus louer un appartement, plus emprunter les routes privées. C'est l'isolement complet. La perte de réputation devient un moyen de pression bien plus efficace que la prison. Et selon les tenants de cette théorie, c'est aussi plus moral, parce que la prison, elle, est financée par l'impôt, donc y compris par la victime elle-même. Pour résumer, mettons les deux modèles face à face.
D'un côté, le modèle libertarien, centré sur la victime, avec pour but la réparation via un contrat négocié, et le tout est payé par l'agresseur. De l'autre côté, le système étatique, centré sur le criminel, avec pour but la punition via des lois rigides, et tout ça est payé par le contribuable. C'est ce qui amène la source à parler d'une triple injustice pour la victime. Primo, elle subit le dommage. Deuxio, elle ne reçoit pas de réparation. Et tertiaire, elle doit en plus payer pour l'emprisonnement de son agresseur. Et tout cela nous amène à une dernière question. Une question de fond. En ramenant la justice à une sorte de transaction privée, à une simple dette à régler entre deux personnes, ce modèle nous force à repenser complètement ce qu'est la justice. Si elle peut être négociée, vendue comme un service, alors quel est son véritable prix ?